Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir aujourd'hui dans cette édition du Club de l'Urba. Nous sommes ravis de discuter et de présenter notre démarche Green IT que nous avons développée depuis 2 ans chez Generali. Je suis Hervé Lambert, donc j'ai plusieurs fonctions au sein de la DSI de Generali, dans le pilotage DSI des filiales et délégataires, et aussi la direction du programme Green IT. Et donc moi, Philippe Aubourg, donc je suis architecte dans les équipes Generali France. Donc nous sommes à Generali France. Et je suis référent, donc architecte d'entreprise de domaine sur le digital, transverse et l'indemnisation. Et donc j'ai travaillé à concevoir un questionnaire Green IT qui a été repris par l'équipe d'Hervé en passeport éco-conception que je vais vous présenter après la présentation globale du programme. Ouais. Voilà. Donc démarrons par qu'est-ce qu'on entend nous par Green IT. Donc en fait, pour aller dans le vif du sujet, sur quoi est-ce qu'on a agi? Ce qu'on dit, c'est que l'accélération de la décarbonation de l'IT se fait au travers de 3 axes chez nous. La première, c'est la rationalisation des data centers et des serveurs. La deuxième, c'est l'optimisation de la facturation des services cloud. Et la troisième, c'était la stratégie d'achat de matériel. Ça résonnait par rapport à l'introduction, et notamment avec ce que vous avez dit sur le cloud et sur l'étude du Shift Project qui est sortie et la présence d'OVH derrière. Mais il n'y a pas de mystère, c'est qu'à partir du moment où on fait grandir notre matériel informatique, eh bien, ça produit davantage de gaz à effet de serre. Ces 2 dernières années, en fait, au sein de Generali, on a massifié nos data centers. On en avait plusieurs en France et un en Italie. On a tout collé en Italie. Et en fait, on s'est aperçu que mécaniquement, on réduisait le nombre d'équipements à puissance équivalente. Parce que quand vous mettez dans un data center, il y a des coûts fixes de matériel, de routeurs, d'équipements réseau qui fait que la somme des parties est moins importante, est plus importante que le sous-jacent. Deuxième facteur aussi sur lequel on s'est appuyé, c'est qu'au sein du groupe Generali, l'axe de décarbonation est un axe stratégique. Il y a bien au-delà des data centers. Et nos collègues italiens, en fait, ont travaillé sur l'alimentation électrique de leurs data centers pour passer en énergie verte. Donc la combinaison de ces 2 facteurs, en fait, fait que eh bien, on a fait un gain d'émissions de gaz à effet de serre de 14% en l'espace de 2 ans. Alors ces gains, ils ont été aujourd'hui, on verra plus tard, mais ils ont été contrebalancés par une augmentation de nos souscriptions de services cloud. Enfin, il y a aussi un truc sur lequel on doit tous lutter, c'est le resizing des environnements de production. Puisque, en fait, quand on démarre une application, on size l'application d'une certaine manière, et en fait, on ne revient jamais sur ce sizing. Alors que le taux d'utilisation de l'équipement, qui est une démarche chère aux entreprises industrielles, qui le regardent tous les jours, eh bien, on le regarde beaucoup moins dans nos métiers IT. Et le resizing de ces environnements de production devient clé, sans toucher bien sûr aux questions de performance et de qualité de service associée. Côté facturation des services cloud, en fait, on a deux inquiétudes. La première, c'est la croissance naturelle, on va dire, parce que la plupart des éditeurs de logiciels aujourd'hui nous demandent de souscrire des services au travers du cloud et non pas d'installer les applications on-prem. Et ça, il y a un vrai impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Et un impact négatif, bien entendu. Et la deuxième, c'est notre capacité finalement à suivre l'utilisation de ces services et les souscriptions. Donc ça fait partie de nos sujets au-delà du FinOps, parce qu'on l'aborde aussi. Il y a le FinOps, bien sûr, mais du point de vue des gaz à effet de serre, ces 2 facteurs sont source d'inquiétude pour nous. Et enfin, la stratégie du matériel achat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Si on rajoute une année de rétention du matériel, on a tout de suite des gains parce qu'on les amortit sur plus de temps. Alors, ce que nous avons fait, donc ça c'est nos actions, on a fait une deuxième chose, c'est qu'on s'est appuyé sur un prestataire connu qui s'appelle Greenly pour fournir des facteurs d'émission à nos activités digitales et pour justement permettre de calculer un tableau de bord de nos émissions carbone au cours du temps. On est remonté en 2019, on a fait un peu de spéléo jusqu'en 2024. Et là, vous voyez le résultat de nos travaux. Donc, comme je vous le disais, l'impact des data centers y était important puisqu'il nous a permis de gagner moins 18%. En revanche, l'augmentation des services numériques est aussi importante parce qu'elle nous fait dériver de plus 7%.
Donc, on voit un des effets, notamment de la stratégie Cloud First, qu'on peut avoir au sein de nos entreprises. Autre sujet, et là, c'était plus... ça, je vois des fenêtres qui s'affichent, mais sûr, j'ai rien fait. Qui était plus finalement sur notre cœur de métier informaticien, c'est-à-dire notre raison d'être, c'est de fournir des solutions informatiques qui sont justement designées correctement. Et là, Philippe va vous en parler plus en avant, mais on a mis en place de manière systématique, avant tout passage en comité d'architecture de conception, oui. Le remplissage d'un questionnaire justement d'auto-évaluation de l'éco-conception de nos projets pour déterminer si on passe la barre ou pas, plus une gouvernance derrière. Donc ça, je passe rapidement. C'est le sujet que va nous développer Philippe à l'issue de ma présentation. Alors, troisième volet sur lequel on s'appuie, c'est encore une fois les actions de décarbonation, la conception, c'est finalement gagner les cœurs. Et gagner les cœurs, ça passe par de la communication, de la formation, du e-learning. C'est-à-dire que le sujet Green IT doit être un sujet dont on parle, c'est-à-dire en bien, en mal, en bien de préférence, mais on doit en parler. Ça doit être dans nos esprits, parce qu'à partir du moment où c'est dans nos esprits et on est formé, acculturé à ça, eh bien, ça devient un critère de décision dans les choix qu'on peut faire, voilà, et un critère de conception. Et à ce sujet, encore une fois, on est sur la déclinaison d'une stratégie du groupe qui dit l'axe de comment dire, green au sens large, c'est un axe stratégique pour les assureurs, d'accord? Eh bien, ça se décline aussi sur la partie IT pour déterminer, en effet, quels sont les éléments qui constituent ces critères. Je fais un aparté d'ailleurs, parce que c'est un axe stratégique pour généraliser. Nous, ce que nos patrons nous disent, c'est que c'est pas de savoir si la Terre se réchauffe ou pas, hein, c'est pas ça le sujet. Nous, on le constate tous les jours. On a des phénomènes météo qui influent l'assurabilité de vos biens, de vos services, d'accord? Et ça a un impact direct. Donc, les assureurs ne peuvent vivre dans les années à venir que s'ils prennent en compte, en effet, les effets du changement climatique. Voilà. Et donc, ce n'est pas une option, on n'est pas là-dedans. Et on a un vrai décalage, je trouve, et ça vous le trouvez aussi avec l'opinion publique, qui est encore en train de se demander si l'écologie, c'est pas punitif. Ben, évidemment, quand j'arrive pas à assurer ma maison qui se trouve en bord de mer parce que le trait de côte est en train de gagner sur la terre, eh ben, c'est un problème, mais on est au-delà de ça. Voilà. Et je pense qu'on est plusieurs secteurs d'activité aussi dans cette situation. Ah, ça c'était dit. Et maintenant, où est-ce qu'on en est sur nos orientations? Alors, depuis qu'on a lancé ce programme, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée. Et quand j'ai écrit cette slide, en fait, j'ai regardé sur les, on va dire, sur les publications sérieuses. Il n'y a pas véritablement encore de consensus scientifique sur les impacts que va avoir l'intelligence artificielle sur les émissions de gaz à effet de serre. On sait que ça va augmenter, on ne sait pas de combien. Vous mentionniez tout à l'heure l'étude du Shift Project qui vient de sortir il y a quelques semaines. En effet, c'est une des hypothèses. Et il y a plein d'hypothèses dans cette étude, on l'a tous vu. Et encore une fois, on n'est pas encore atteint le consensus scientifique. Est-ce que les 4 sociétés qui dominent aujourd'hui l'intelligence artificielle vont continuer à dominer et finalement il n'y aura qu'eux qui vont consommer du data center et apprendre des modèles, les autres, en fait, elles ne vont pas faire grand-chose? On ne sait pas. Est-ce qu'on est dans un phénomène de hype comme le Neil Gartner, et ben là on est en haut de la courbe, et de toute façon on va tomber dans la vallée de la désillusion avant de trouver les véritables cas d'usage? Probablement. Mais on n'a pas encore de certitude sur où est-ce qu'on va atterrir. L'ADEME qui a, en début d'année, republié ses chiffres de progression, on est à 4,5, on est à 4,4 des émissions de gaz à effet de serre en France et ça croît de 4,5% des activités digitales. C'est important, hein, ça, on est d'accord, hein, on est sur une tendance normale qui est, je veux dire, une croissance régulière du sujet, donc on doit agir. Mais où est-ce que va atterrir l'intelligence artificielle? C'est une bonne question. Voilà. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est par rapport à ça, vu qu'on ne sait pas faire de plan sur la comète, eh ben on va regarder quel modèle on utilise, on va regarder quels critères de choix on retient pour utiliser l'intelligence artificielle, quel mode d'intelligence artificielle on retient aussi, parce qu'il n'y a pas que les modèles LLM. Voilà.
parallèlement au traitement de ce sujet, qui est important, on va, toujours dans le phénomène d'acculturation, déployer des OKR, des operationalizers, pour opérationnaliser le Green IT. C'est finalement faire en sorte que chaque département se définisse des objectifs atteignables avec des résultats qui sont mesurables pour les aider à progresser sur le sujet. Continuer la communication et l'acculturation, travailler sur ce qui est en batch, enfin ce qui est sur les actifs déjà. C'est toujours facile de travailler sur le nouveau, par contre travailler sur l'existant, c'est plus difficile. Et puis, continuer à concentrer nos développements sur des langages efficients en matière d'impact environnemental. Ça aussi, c'est important, sur les choix low-code, sur d'autres choix également. Voilà. J'ai essayé d'être assez rapide pour permettre à Philippe d'embrayer. Je vous remercie beaucoup. Continue. Donc, un cas pratique sur donc, le passeport d'éco-conception, qui est donc un petit bout de tous les chantiers green que nous a montré Hervé. Donc là, le passeport d'éco-conception, donc on l'a mis en prérequis de nos dossiers d'architecture dans la phase de conception ou d'affinage, si on parle classique ou agile chez nous. L'enjeu, c'est bien sûr de réduire les impacts environnementaux des applis. Donc aujourd'hui, on l'a structuré avec plusieurs axes. Donc on a 3 critères d'analyse: sobriété, efficacité, durabilité. Il y a pas loin de 40 questions. Et aujourd'hui, dans les différentes catégories de projets qu'il utilise et dans les dimensions d'architecture, voilà, on arrive à balayer un peu tout et on sort une étiquette, comme sur les frigos, de A à G, A vert, G très rouge, pour dire il est green, enfin il est bien éco-conçu ou pas bien éco-conçu. On s'était inspiré aussi du passeport sécurité, qui est chez nous un questionnaire qui donne plein de choses pour évaluer les risques de sécurité d'un projet. Donc ça, c'est un exemple de la petite fiche remis, le petit modèle explicatif qui reprend un peu, et on commence à voir apparaître les étiquettes AAC, DAE, FAG. Et donc, en fait, suivant les critères, dans la gouvernance qui a été mise en place, si le projet est mal évalué, ça remonte d'un cran et ça peut remonter jusqu'au niveau CODIR de la DSI pour dire est-ce qu'on laisse passer ce projet ou est-ce qu'on le force à mettre en place des mesures tout de suite. Donc la gouvernance est intégrée. Et ensuite, donc l'équipe qui a mis en place le passeport et qui l'a industrialisé sous la gouvernance d'Hervé a mis en place un reporting. Donc on a aussi un reporting qui analyse, donc ça c'est un exemple, à une date donnée il y a quelques temps, c'était au début de l'année, où on voit donc le nombre de projets qui sont passés, le nombre de projets qui ont été évalués vert, ceux qui étaient orange, voilà. Et donc, on peut ensuite aller demander aux projets, aux architectes, aux chefs de projet, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont pris cette solution, et pouvoir ensuite prendre des plans d'action pour y remédier. Sachant que nous, au niveau de suivi des applications avec les responsables applicatifs, l'architecture a beaucoup aidé à mettre en place ces dernières années le fait d'industrialiser le suivi de tout ce qui est des dettes applicatives, des dettes sécurité, des dettes de développement, des dettes d'architecture et d'urbanisation, et de créer derrière des chantiers pour résoudre ces dettes. Voilà, donc ça en fait partie. Si je suis classé D, j'ai forcément des dettes quelque part que je vais rouvrir ensuite soit en chantier, soit dans un projet donné, soit dans un futur projet que je vais proposer à mes responsables et avec le métier pour obtenir un budget. Donc là, c'est un exemple à nouveau de reporting que j'ai anonymisé, qui montrait un projet non conforme, et il a un avis favorable des personnes et des référents Green IT qui regardent le sujet pour dire ok, d'accord, bon, tu travaillais sur l'existant, tu n'as pas eu le choix d'utiliser plein de vieilles techno. Ok, on te laisse partir parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'en termes de business, on n'avait pas d'autre solution, on ne pouvait pas renouveler complètement le parc applicatif, donc tu continues à faire ton truc obsolète. Tu es classé D, on le voit sur le deuxième tableau, il y a un petit D en jaune à gauche, il y a projet concerné, nom, date, et puis étiquette D, donc il est classé D, c'est pas bon, mais finalement, vu le contexte de l'existant de ce projet,
le comité dit, bon, on lui donne un avis favorable, on ne va pas bloquer le projet et le forcer à remédier tout de suite, puisque dans ce cas-là, c'était changer tout son atelier de développement qui date de longtemps. Et il y a déjà un plan qui doit faire évoluer cette application dans les prochaines années, mais on a besoin d'avoir des évolutions fonctionnelles dessus. C'est un exemple de reporting concret qui part sur ça. On prendra les questions après, hein, on finit la presse et puis on répondra au fur et à mesure. Voilà. Donc, quelques infos sur comment ça marche. Donc, après, je vous montre des exemples de questions. Donc, en fait, chaque question, on a fait un truc, entre guillemets, simple, mais un peu robuste. Donc, chaque question, on lui donne des points. Chaque réponse à chaque question, on donne des points. Et on met un coefficient de pondération suivant les éléments qu'on veut valoriser ou pas. Donc, en jouant sur les pondérations et sur la valeur des questions, on peut donner une orientation. Donc, si avec Hervé, le comité Green ou une nouvelle demande de la direction, on nous disait, franchement, là, les langages de développement, ça ne va pas du tout, il faut mettre le focus dessus, dégrader un peu plus la note des trucs qui ne sont pas bons et augmenter la note de ceux qui sont bons pour que ça apparaisse mieux dans le truc, c'est possible en jouant sur le questionnaire. Voilà. Donc cette étape de optimiser aux petits oignons le questionnaire, ça fait partie des chantiers qui nous restent à travailler, mais le truc, il est là. Donc chaque question, chaque réponse a des points pondérés, on fait le total, et donc là, par exemple, si vous êtes entre 2500 et 2760, vous êtes D. Voilà, ça c'est la mécanique interne, et bon, donc je montre ça parce que ça fait partie des idées qu'on a derrière, dont on avait parlé dans l'atelier sobriété numérique. Ce serait potentiellement d'ouvrir un chantier au club pour partager ces trucs-là. Et comme on n'a pas trouvé sur le marché de gens qui font un truc pareil, on se rend compte que nous tous, toutes nos boîtes, on réinvente les mêmes choses. Et peut-être qu'il y aura un intérêt à avoir un truc un peu commun pour peut-être créer notre petit standard club urbain, je ne sais pas. Il faut qu'on regarde ça tous ensemble. Voilà. Donc, il y a les catégories et les notes. Et puis après, donc, alors c'est un peu petit. Excusez-moi. J'aurais dû prendre mon PC. Est-ce que j'ai moyen de grossir là? Non. Attendez 2 petites secondes. J'avais des bons yeux dans le temps, mais là, c'est un peu fini. Donc, j'ai mis des exemples de questions. Ouais, et peut-être un petit... Est-ce que j'ai... Peut-être qu'elle a presse à côté. Ouais. Elle n'est pas sur le PC. Bon, je pense qu'à distance, en grossissant, vous voyez, je vais un peu me décoder moi-même. Donc, c'est des questions qui ont évolué au fil du temps. Donc, question basique, le besoin répond-il, le besoin auquel répond la solution est-il pérenne? Ça a l'air de rien du tout. Mais parfois, on a des choses qui sont faites en one-shot ou qui sont faites de façon durable. C'est pas la même chose. Voilà. Existe-t-il déjà une application répondant aux besoins? Si oui, la solution remplace-t-elle ou améliore-t-elle une application? Donc, si j'améliore, je n'ai pas le même niveau de durabilité que si je jette tout à la poubelle, mais si mon application avait des mauvaises notes. Voilà, donc programmation. Alors, celle-là, à droite, on avait commencé à regarder avec des experts techniques comment on pouvait évaluer les langages. Alors, il y en avait un qui avait trouvé 2-3 thèses d'étudiants en informatique qui disaient tel et tel langage sont plus performants que d'autres. On sait très bien que si on code avec les pieds, le programme il sera moins efficace que si on code correctement, mais il y avait quand même des tendances. Voilà. En tendance, un langage super optimisé et proche quasi de bas niveau, il est moins consommateur qu'un langage de très haut niveau qui doit être de multiples fois interprété avant d'arriver au binaire, on le sait très bien. Donc, on a fait des choix. Donc, les questions qu'on a mis dans ce questionnaire, on a fait des choix dans une équipe, un pool de personnes qui étaient intéressées sur le sujet, voilà, pour évaluer une note et commencer. Et comme on était vachement poussé par la direction et par le programme Green, de dire non, mais sortez quelque chose pour qu'on évalue. Si c'est mal évalué, on améliorera au fur et à mesure, mais il faut qu'on avance. Donc, c'était vraiment une démarche expérimentale.
Donc les questions qui sont là, les notes qu'on a mis et tout, ce serait complètement critiquable. Peut-être qu'une autre entreprise n'aurait pas mis les mêmes valeurs, mais au moins il y a l'effort de le faire. Et ensuite, le fait qu'on ait maintenant un ensemble de projets qui l'évaluent, ça permet aussi de contribuer à cette amélioration. Voilà, la solution est-elle une solution de marché ou quelque chose développé en interne? Et à chaque fois, on a choisi des pools de réponses et on a mis des notations. Sur la programmation, voilà, elle est là. Quel est le principal langage de programmation? Donc on peut pas, en général, on fait des solutions qui traversent le web, le middle, le back et les bases de données, donc on peut pas en un questionnaire tout faire. On a choisi de mettre quand même des groupes et on donne un poids. Voilà. Et puis ensuite, un autre exemple, une gestion optimisée des ressources des données est-elle mise en place? Est-ce qu'on a une scalabilité dynamique? Est-ce qu'on a des sujets de planification des tâches? Est-ce qu'on a des mécanismes de mise en veille? Voilà, on a fait un pot pourri de techniques qu'on est censé avoir quand on a un cloud, par exemple, de très haut niveau qui est automatiquement scalable et des choses qu'on peut faire plus classiquement sur des data centers avec des systèmes de batch où on n'a pas de sizing automatique, quoi. Voilà. Et puis, on a aussi des questions sur l'intelligence artificielle qui vont très vite dégrader la note, hein. Ou bien, suivant comment on les fait, les permettre de gérer. Voilà. Donc ça, c'est quelques exemples de questions et qui permettent de montrer sur quoi on travaille et qu'on essaie d'améliorer. Deux mots sur comment on l'a déployé au fur et à mesure. Donc, il y avait eu une première version l'année dernière qu'on a complètement améliorée et revue pour être généralisée et mise dans le process projet. Et maintenant, c'est déployé et tous les projets doivent l'appliquer. Et puis là, celui-là, c'est juste pour montrer notre process, de dire que si tu n'es pas bon de là, tu passes là, tu repasses, tu repasses en codir ou tu vas voir les responsables. Bon, je vais pas m'étendre sur celui-là. Qu'est-ce que... Voilà. Et un exemple tout simple aussi dans les dossiers d'architecture. Donc ça, on est passé dans les dossiers d'architecture à des formats. Maintenant, on travaille dans Confluence. On ne fait plus de dossiers dans Word. On est directement sur l'intranet partagé avec tout le monde. Et donc, dans la petite partie que vous voyez là où on met les avis d'architecture, eh bien, on voit donc il y a l'avis du comité d'architecture, le respect des principes, et il y a un encart tout seul sur le passeport d'éco-conception, ensuite l'avis de conformité, l'avis de sécurité. Donc, il est placé au même niveau que les autres. Donc, il a vraiment un bon positionnement dans les dossiers d'archi. Et là, c'est juste une copie du bout de page d'un projet. Et donc là, l'architecte projet, il a chargé le résultat du questionnaire. Donc, concrètement, le questionnaire, au début, on l'avait fait uniquement dans Excel. Il a été migré sous SharePoint formulaire Forms. Il génère un fichier Excel qu'on archive. Voilà. Et puis là, l'architecte projet a mis le fichier Excel dans son dossier d'architecture, dans la page qui va bien. Et il a mis le bilan. Là, c'était un projet qui était en A. Voilà. Donc, on a le travail par l'architecte et le chef de projet qui remplissent le questionnaire. C'est intégré dans le dossier d'archi. C'est suivi en termes de gouvernance et si le truc il est mal évalué, ça déclenche une alerte et on doit prendre une décision dessus. Et petit à petit, ça nous donne une vision de l'ensemble pour avoir quelque chose de plus éco-responsable. Ce qui nous reste à faire, qui était un peu mis dans les points qu'avait mis Hervé au début, donc je vais rajouter quelques informations dessus. En gros, dans les deux derniers points, on peut dire que globalement, la suite, c'est d'améliorer aussi le questionnaire, désosser les questions, se reposer les questions sur les choix des pondérations qu'on a mis et voir comment on peut orienter en fonction des différentes décisions stratégiques, de dire, voilà, je favorise le cloud, je favorise ceci, etc. Mais parfois, il y a des choses orthogonales. Donc, on ne peut pas tout faire. Donc, si on veut avoir un truc vert, au bout d'un moment, on ne fait plus rien. Donc, ce n'est pas le but. Donc, il faut arriver à trouver quelles sont les dimensions d'architecture ou de gestion de projet qu'on va favoriser et comment on peut les mettre dans le questionnaire. Donc, ça, c'est un travail qui nous reste à faire. Là, on est en train de voir, donc, avec les responsables de l'archi, comment remonter une équipe dessus pour travailler dans le détail. Et ça, c'est le premier sujet. Voilà. Et le deuxième sujet qu'on n'a pas traité parce qu'on avait choisi de faire volontairement l'axe projet pour que ce soit
visible plus rapidement et que tout le monde soit impliqué, comme disait Hervé tout à l'heure, il faut qu'on en parle. En bien ou en mal, il faut qu'on en parle. Voilà. Le truc qu'on n'a toujours pas fait, c'est de reprendre tout notre questionnaire pour l'évaluer, par exemple, sur chaque application. On va dire, on prend déjà les applications critiques, on dit, c'est quoi leur score? Mais en fait, on ne l'a pas fait. On a préféré oser partir de la solution projet, même quand c'est une évolution. Quand c'est une nouvelle application, c'est facile. Si je prends le questionnaire sur une nouvelle application, ça devient le score de l'application. Mais quand c'est une évolution, qu'il y a des petits bouts par-ci par-là, c'est plus compliqué. Voilà, donc il nous reste beaucoup de travail à faire sur ça pour la fin d'année et l'année prochaine pour améliorer tout ça. Voilà, et on s'intègre bien dans tout ce qu'on a vu. Et ben voilà. Question. Il y a quelques questions qui ont été posées dans le fil de conversation, comme vous l'avez vu. Il y a à la fois des questions assez générales sur la gouvernance du programme et puis d'autres plus directement sur le Nutri-Score. On peut commencer, si vous voulez, par Green Score. Par le Green Score. Oui, je sais pourquoi j'ai dit ça. Donc, sur votre programme Green IT, une question un petit peu générale. Vous avez mentionné que l'éco-responsabilité est un axe stratégique de l'entreprise. Est-ce que ce programme s'inscrit dans le cadre d'engagement stratégique RSE plus large, avec du coup une articulation vers l'éco-responsabilité? De manière générale, quelles sont les instances de pilotage du numérique responsable? Alors, ça s'inscrit dans le programme de durabilité. Donc, le groupe Generali a 4 axes stratégiques, dont celui de la durabilité pour des questions de futur du métier de l'assureur. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est important parce que les assurances vivent avec les effets du réchauffement climatique tous les jours et tel que c'est parti, ça va continuer. Oui. Et donc, l'aspect durabilité pour nous, que ce soit dans le métier, dans nos politiques d'investissement, vis-à-vis de notre distribution, vis-à-vis des clients et aussi vis-à-vis de notre fonctionnement interne, fait partie des axes stratégiques. Voilà. Par construction, on va dire. Oui. Voilà. Ensuite, on a, au niveau de la France, on a une direction de la durabilité qui s'occupe du programme durabilité sur l'intégralité des dimensions et dont dépend en effet le programme Green IT qui lui est sponsorisé par notre Chief Operating Officer, qui est Karen Bouchema. Et c'est important d'avoir le sponsorship justement d'un membre du COMEX en charge des opérations pour pouvoir en effet faire avancer tous les sujets liés à la durabilité et au Green IT. Et dans le programme au sens large, la RSE, donc il y a plein de personnes, donc des RSE, RH, communication, qui travaillent sur tous ces aspects. Oui. Et quand c'est présenté, la partie Green IT est un élément dans toute la fresque. Voilà. D'accord. Donc on a Élie Gignot qui est en charge des engagements sociétaux, durabilité pour le compte de Generali France, qui est du COMEX. Karim Bouchema, qui est notre membre du COMEX, qui est notre patron, qui s'occupe des opérations et de l'IT. Donc voilà, ce sont nos sponsors très actifs sur le sujet. Et c'est un acte stratégique. Oui, donc un sponsoring niveau CODIR et COMEX. Un suivi COMEX. COMEX et groupe aussi, on est suivi groupe parce qu'on est en relation avec nos collègues. Ok. On va rentrer un petit peu dans la vis de 12. Vous parliez tout à l'heure de l'impact négatif des politiques des fournisseurs d'applications par rapport au cloud et le fait que maintenant on faisait en gros surtout du SaaS et le on-prem de moins en moins. Je me posais la question de qualité de là, est-ce que vous avez pu quantifier cet impact, ce qui est assez compliqué. Et plus simplement peut-être, quelle en est la nature? Est-ce que c'est un problème d'effet rebond ou un problème d'efficacité pure? C'est un problème de construction, je dirais, parce qu'en fait, ce qu'on aperçoit, c'est que lorsqu'on était sur un data center, on arrivait à mutualiser les environnements, des équipements, etc. Lorsque vous êtes chez multiples éditeurs, à chaque fois, vous créez un environnement qui vous est dédié, qui est propre, avec des structures de réseau, de sécurité, de monitoring, d'exploitation, qui sont quelque part
moins mutualisé par construction. Et ça, on l'observe en euros aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, le passage d'un mode on-prem à un mode SaaS, d'accord, on n'arrive pas à déterminer on va dire la rentabilité purement économique. D'accord, le ROI du passage dans le cloud pour les applications éditeurs n'est pas si évidente que ça. Non. Il y a une espèce de talon incompressible, si je comprends ce que vous dites. Ouais. Donc ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas de méthode commune admise de mesure des émissions pour les éditeurs. Ça, vous allez voir Microsoft qui a des tableaux Azure. Très bien, on les exploite, hein, bien sûr. Salesforce, il dit, ouais, mais je compense avec quand je plante des arbres. Ok, d'accord. Enfin, il faudrait lire le RCP de l'ADEME pour voir quelle est la bonne méthode. Okay. Il y avait les puissances machines, je pense que ça existe toujours, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, il y avait le tpc.org qui faisait les TPMC, les mesures qui avait essayé depuis 20 ans et plus d'harmoniser, ça venait à la base des grands systèmes, d'harmoniser la mesure des puissances machines. Et donc ça disait, telle machine IBM ou 3270 ou un processeur x86, etc., il développe tant de puissance machine et il proposait des benches pour faire ça. Ça manque aujourd'hui d'avoir des choses comme ça de façon uniforme entre cloud pas cloud, et derrière pour faire les mesures bilan carbone, pareil, pour récupérer, ça tu me racontais que c'était difficile de récupérer les bonnes informations. Oui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes référentiels. Donc nous, c'est pas non plus notre métier d'aller détricoter chacun des calculs. On a eu justement, Philippe, tu étais là, lorsqu'on a eu les présentations de bilan carbone de différentes entités, entreprises qui étaient venues nous expliquer comment ils faisaient, parce toutes les grandes sociétés sont maintenant multi-cloud. Il y a beaucoup de mécanismes de redressement, de compensation, justement pour pallier à ces problèmes-là, et ça finit parfois en calcul de ratio numéraire. On va comparer au niveau le plus. J'ai une question sur le poste de travail qui a un poids très important en général dans l'IT d'entreprise. Est-ce que vous avez mesuré l'impact du poste de travail et le cas échéant, est-ce que vous avez mis en place des politiques de transformation, PC portable ou pas, multiplication des écrans, biode Oui, alors c'est exact, hein, le poids des téléphones mobiles déjà, plus les laptops, c'est un point important qu'on mesure. Après, on est parti d'une situation chez Generali dans laquelle la durée de rétention de nos matériels, elle était minimum de 5 ans. Voilà. Donc, on était déjà du bon côté, on va dire, de la barrière en matière de fréquence de renouvellement. Deuxième chose aussi, sur laquelle on n'a pas pu jouer parce que ça existait déjà, c'est que nos PC, une fois qu'ils allaient au rebut, ils étaient recyclés, c'est-à-dire qu'on avait déjà un contrat avec une société du secteur solidaire, handicap, etc., qui nous reprenait les matériels et qui soit les recycler, etc. Le troisième point qu'on a fait aussi, c'est que depuis, on a notre fondation qui a été créée, qui s'appelle le Human Safety Net, et qui travaille avec des micro-entrepreneurs pour les aider, justement, qui sont des immigrés, pour les aider à réussir dans la vie économique. Et donc, au travers de cette fondation, on leur donne régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, des PC qui sont plus compatibles avec nos besoins et qui sont aussi remis dans le circuit. Donc, on avait déjà beaucoup travaillé là-dessus. Là, où on a eu des gains, c'est que les PC, avant, derrière, ça servait de radiateur. Maintenant, quand même, la consommation électrique est bien moindre. Donc, ils ont fait des efforts. D'accord. Donc, vous aviez déjà toute la politique de fin de vie qui était là, une durée de rétention. Oui. Et finalement, c'est l'amélioration du matériel lui-même qui vous a apporté des gains. Nous a permis d'apporter des gains, c'est ce que je mentionnais, quelques pourcents, mais toujours bon à prendre. Voilà, oui, c'est l'accumulation. Tout se gagne, tout est bon à prendre. Les gens qui me disent, non, mais c'est rien du tout. Mais... Je vois quelques questions là. Je ne vois pas du coup. J'en prends une. Vas-y. Donc oui, Nutri-Score, Sobri-Score. Moi, j'étais pour IT Green Score. Là, on a choisi éco-conception. Donc, c'est l'étiquette d'éco-conception pour mobiliser les gens dans la réflexion sur la qualité de la conception fonctionnelle, applicative, technique, etc.
Mais je continue à dire éco-conception green score. Surcharge sémantique. Il y a une question un peu provoque de Richard Villanueva, qui est animateur du projet IA pour le club, et qui demande si l'analyse du score sera faite demain par une IA. Faudrait. Alors là, pour l'instant, on est dans du déclaratif. Donc, s'il y a un gain. Ouais, s'il y a un gain. Donc, je peux analyser le dossier d'archi. Non, mais je réponds. Je vais y réfléchir, je vais tester. Très pragmatique. S'il y a un gain. S'il n'y a pas de gain. Je prends le point, je vais tester. Je mets mon questionnaire et le dossier d'archi et je sors le truc automatiquement. S'il y a un gain. Attends, j'avais vu une autre question. J'en ai deux, là, ouais, vas-y. Si tu veux bien. Il y a une première qui est, est-ce que vous avez ou est-ce que vous pensez relier cet outil-là avec d'autres outils de scoring type API Green Score, qui a l'air d'être très aligné en termes de démarche? Je crois que c'était une question de Denis Didier l'INR. On l'a pas encore regardé. Ça faisait partie des ambitions et puis on l'a mis. C'est dans la backlog, mais on l'a pas fait. Et puis, est-ce qu'il y a un surcoût pour les projets de le faire? Alors, d'une part, de dérouler le processus et d'autre part, de traiter les anomalies. Alors, vous l'avez dit en introduction, en fait, ça a été aussi le feedback qu'on a fait à notre responsable d'architecture, Philippe Leray, c'est que les principes d'architecture qu'on déployait chez Generali ne sont pas orthogonaux par rapport aux objectifs, en effet, de gain des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, on n'a rien trouvé, parce qu'on a finalement des passeports, on a dit quels sont les patterns qui émergent pour justement travailler sur la mitigation et les améliorations. En gros, on a quand même des patterns d'intégration qui ne sont pas optimisés, de rétention des données non plus qui ne sont pas optimisées. On voit que ça débarque, mais ce n'est pas lié avec les principes d'architecture, au contraire. Les principes d'architecture sont alignés avec ceux de l'efficacité, de l'éco-responsabilité. Oui, en principe, il y a une vraie convergence. Voilà. On peut jouer sur des axes, mais... et donc on l'a vérifié a posteriori. Vous voyez, parce que c'était, je pense, une des questions de Philippe, qui était, j'ai bien senti qu'il était soulagé quand on lui a dit ça. Mais oui, non, mais à juste titre, en fait, on était alignés. Okay. Voilà. Donc, quand il y a des projets qui n'ont pas un bon score, en général, c'est qu'ils utilisent des assets qui ont déjà des grosses dettes applicatives. Voilà, et donc, ça donne un deuxième axe d'analyse pour identifier ces dettes et les faire formaliser. Voilà. On va dire gérer un patrimoine applicatif, c'est le métier de beaucoup de gens en informatique, c'est pas toujours simple. Faire arriver à convaincre la direction, etc., d'avoir les bons budgets au bon moment plutôt que de continuer à faire des maintenances dans un coin, c'est un travail quotidien. Donc, ça sert à alimenter les dettes. Et donc, voilà. Au niveau blocage, je ne pense pas qu'on ait eu des blocages absolus. On les fait passer en dette. Et Philippe, là, tu appuies sur un point important, c'est que finalement, on s'est dit, il y a des dettes qui sont liées par rapport au legacy. Et on s'est dit, est-ce que ce sont des dettes green ou ce sont des dettes tout court qui ont d'autres natures? Exactement. Ce sont des dettes tout court. Et la seule chose qu'on a rajoutée dans notre modèle de gestion de dette, c'est une origine qui est éco-conception. Voilà. Mais ce n'est pas la nature de la dette qu'on a touchée, parce que celle-là, c'est une dette. Voilà. Okay. Est-ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans votre processus de gestion de la dette technique, vous avez rajouté la dimension éco-responsabilité? Non, pas sur la nature de la dette, mais sur l'origine. On dit qui l'a détecté. Ok, en termes de détection, pas en termes de cause. Exactement. Ok, en termes de channel de détection. Pardon, c'est ça. Oui, non, mais pour être précis, c'est-à-dire qu'on n'a pas rajouté de type de dette différent. Ok. Aujourd'hui, on n'a pas eu de besoin. Donc, non, mais surtout, il n'y a pas eu de souhait. Il n'y a pas eu de souhait. Pour nous, on a discuté avec toute l'équipe archi, et non, ça ne sert à rien. En revanche, on dit, ça, c'est l'éco-conception qu'il a détecté. Si c'est bien conçu, que c'est bien optimisé, mécaniquement, le score l'étiquette va se rapprocher des notes hautes. C'est tout ce qu'on dit.
Donc là, c'est sur la partie très technique, mais est-ce que vous prenez en compte aussi des dimensions plus fonctionnelles, genre frugalité des besoins? Oui. Il y a une question toute bête qui dit le projet met-il en place uniquement les fonctions nécessaires aux besoins? Okay. Je dis, mais c'est quoi cette question? Parfois, il y a des gens qui disent non. Ah non. Voilà, si. Donc, on a pris les dimensions. Donc, il y a plusieurs axes qui se sont mélangés, mais en gros, il y a des questions fonctionnelles, applicatives, techniques, infrastructures. Voilà. Et un champ spécifique pour l'IA parce que ça méritait. Voilà. Oui. C'est pas, et il y a, parfois les axes se mélangent. Donc, par exemple, il y a un sous-chapitre user experience. Je ne sais plus où il est rangé dans les axes qui se croisent, mais en gros, on couvre toutes les dimensions classiques d'architecture, du sol au plafond, du métier jusqu'à la technique. Voilà. Ok. Très bien. Je n'ai pas d'autres questions dans mon backlog. Est-ce que côté public à distance, vous avez, ou dans la salle, si on vous entend. Je sors du champ de caméra et je me rapproche avec mon micro. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous avez mesuré réellement la consommation d'une application pour voir si elle se rapprochait de vos indicateurs ou pas du tout? Alors, quand je parlais du dimensionnement des environnements de production, en fait, on mesure la performance de nos applications au travers d'outils type Splunk et autres qui nous récupèrent l'information. Et c'est à partir de là où on mesure le taux d'occupation de l'environnement, le taux d'utilisation de l'environnement. Donc oui, on est capable de dire une application combien ça consomme par rapport à l'environnement qui lui est attribué. Et c'est comme ça aussi que je pousse des optimisations du dimensionnement des environnements dont on parlait tout à l'heure. Oui. Alors, oui, on le fait sur la plupart de nos applications. Ça se fait au moins sur les applis critiques. Je ne sais pas si ça a été encore généralisé partout. Il y a une bonne soixantaine. Mais... C'est quand même le gros de notre consommation. Sur les grosses. Oui. Question, c'était par rapport au regroupement des serveurs en Italie. Ouais. Est-ce que l'Italie utilise de l'énergie nucléaire et du coup décarbonée, ou quelque part en France on utilise de l'énergie décarbonée et du coup quel est le bilan de tout ça? C'est vrai. L'Italie utilise majoritairement de l'électricité qui est produite à partir de gaz. Sauf que notre groupe Generali à Modiano a décidé de s'approvisionner en électricité verte. Et ça s'est passé il y a 18 mois. Donc, ils ont aussi des éoliennes, ils ont aussi des panneaux solaires, mix énergétique, et ils ont acheté de l'électricité à ces producteurs. Donc, par rapport à la situation d'Italie au niveau global, qui est bien moins bonne que la nôtre, je suis d'accord avec vous, ah oui, on a eu cette démarche. Après, nous sommes un groupe italien. Et l'Italie, le pays, achète aussi l'électricité. Je crois en France aussi. Hein. Ils achètent ils sont pas que gaz. Modiano, c'est plus de l'éolien et du solaire qu'ils vont acheter. Une autre question de Régisseur Dier qui est très opérationnelle. Qui remplit le questionnaire? C'est les PO? Alors, c'est 2 personnes. Donc, c'est le chef de projet et l'architecte. En pratique, c'est souvent l'architecte qui le fait. Mais dès qu'il y a des soucis, on appelle le chef de projet. Oui, donc il y a les deux cas. Donc, on laisse les gens en faire. Ils savent qu'ils doivent le faire tous les deux. Soit ils se font un premier point et soit il y en a un qui le remplit, en général l'architecte, et puis après ils partagent avec le chef de projet, soit ils se mettent en point tous les deux. Donc moi par exemple sur mon périmètre, en ce moment, comme j'ai un assez gros périmètre, j'ai entre 5 et 7 architectes projets qui bossent sur des projets de mon périmètre. Je ne les regarde pas tous, mais l'architecte projet, donc j'en regarde certains, je vérifie sur la note, etc. Et pour continuer sur cette question pratique, quand après le score il est vraiment pas bon, on a une revue avec Hervé et ou des personnes qui bossent sur ça pour revoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc la dernière fois, c'était il n'y a pas longtemps là. Pour le coup, c'était moi qui l'avais fait, qui avait fini ce projet-là. Et en fait, au final, j'avais été super violent avec moi-même et j'avais super mal répondu à plusieurs questions. Et en revoyant ensemble, on a répondu différemment aux questions et la note de mon projet, elle est remontée, c'était cool. Voilà, j'avais été très, très dur avec moi-même. Bon.
On a un cycle de revue de la notation quand elle pose des soucis, bien sûr. Très bien, je crois qu'on a épuisé les questions. Merci Nous beaucoup. sommes parfaitement dans le timing. Ouais. Merci à vous Merci deux, beaucoup. c'était très intéressant.